kilomètres par semaine depuis quelques années. Là, je suis depuis vendredi à 10 jours, j'ai dû faire 4200 kilomètres entre Tafourelt, qui est dans l'oriental, province de Berkane, à Ben Guerir hier, où je suis rentré à minuit et demi. Ça fait 7 ans que je parcours le Maroc. Après une expédition humanitaire en montagne qui m'a valu un surnom auquel j'ai rajouté ex depuis quelques semaines, qui était celui du Fou d'Anfou, et qui m'avait été offert par Ahmed Reda Chami, qui dans une autre vie était mon patron quand j'étais responsable de lutte contre le piratage à Microsoft. Mon avis par rapport au sondage, c'est déjà la base. Je pense que 200, c'est pas représentatif. Ensuite, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on a posé les questions, qui les a posées, parce que les questions influencent les réponses. Dans quel contexte, où. J'ai pas vu de gens des villages. J'ai pas vu de gens parler autre que Darija ou français. Quelle est la répartition géographique qui a été faite au niveau urbain, périurbain, rural, montagne? On a 45 000 villages en zone rurale et montagneuse au Maroc aujourd'hui, 20 millions d'habitants, 35 000 villages de plus de 30 foyers. Et par rapport à ce qui ressort du sondage, écoute, les grandes tendances, est-ce que ça rapport, correspond à, effectivement un peu à vos attentes, vous? J'ai pas fini par rapport à ça. Au niveau répartition des catégories, quels sont les CSP et quelles sont les catégories précaires? Il y a un truc qui est en train d'être fait, qui est un chantier très très beau par l'INDH, que j'ai la chance de pouvoir accompagner avec un cabinet qui a fait un diagnostic de la précarité de la région de Casastas. Ils appellent ça la lutte contre la précarité. J'aime pas cette appellation, je parle plus d'accompagnement des catégories fragilisées. Mais j'ai pas vu de personnes handicapées répondre. J'ai pas vu de personnes qui sont sorties de prison. J'ai pas vu d'orphelins, et certains violés. C'est des gens que j'accompagne moi à titre personnel. Après, je vais être aussi politiquement incorrect que possible. C'est ma marque de fabrique. Pourquoi Ipsos? Avec tout le respect que j'ai pour cette institution internationale, et je suis ravi d'entendre votre accent, j'adore l'accent du Québec. Je peux parler comme ça tous les matins à 10h30 et c'est le fun. J'aime beaucoup ça, franchement. Maintenant, mon avis, c'est que éducation, santé, justice, oui, mais comment est-ce qu'on va financer tout ça? Et c'est important de pouvoir voir ces priorités-là par territoire. Voilà. Par territoire? Ben oui, parce que les problématiques d'un village en montagne qui compte 1200 foyers ne sont pas les problématiques d'une ville intermédiaire, ne sont pas les problématiques d'une ville comme Casablanca avec tout l'exode qu'il y a eu et qui a fait qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'écosystème. Voilà, donc effectivement, je rejoins les avis des différentes personnes sur le fait qu'il y a des choses extrêmement positives qui ressortent, notamment une confiance, et ça c'est extraordinaire. Maintenant, ben ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce que les gens qui vivent dans des conditions très pénibles, je peux vous raconter des milliers d'anecdotes par rapport aux conditions sociales de certaines personnes qui seraient hallucinées de voir ces résultats-là. Qui seraient hallucinées? Ben, c'est clair. De voir que l'éducation arrive en tête, de voir que la santé arrive en tête, de voir ouais, la justice. Moi, j'ai ramené une chaise roulante à une dame qui marche à 4 pattes, qui s'appelle Achida, qui a une mère qui marche le dos courbé et qui a 250 dirhams par mois de temps en temps. On est sur une autre planète dans certains villages. Je vais essayer de faire un mix de ce que j'ai entendu parce qu'il y a, alhamdoulilah, un très beau panel et on peut capitaliser sur un certain nombre de choses pour pouvoir être en mode agile et itératif. La première, c'est que... Moi, s'il vous plaît. Pardon, oui, pardon. Ouais, merci. Je disais, je vais répondre à ta question, mais en prenant aussi en considération un certain nombre de points très pertinents que j'ai entendus pour pouvoir réagir dessus. La première, c'est que ce qui me gêne de manière globale, c'est qu'on s'arrête pour réfléchir. Je crois qu'on doit avoir le record du monde de nombre de rapports qui ont été faits au niveau international et nationaux par 250 cabinets avec beaucoup d'argent dépensé et pas forcément une capitalisation sur un certain nombre d'apprentissages. Aujourd'hui, quand on projette une entreprise, on n'est pas capable de la projeter au-delà de 3 ans.
Pourquoi? Parce que le contexte local, international, technologique fait qu'on doit être en mode itératif, on doit être en mode agile, en mode humilité pour reconnaître qu'on s'est planté et apprendre de ses erreurs. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore intégré dans le mindset de ce pays. Différentes composantes, hein, ça implique tout le monde. Premier, le citoyen marocain. Je ne mets le doigt sur personne, sur quelque entité. Je considère qu'on est dans une responsabilité collective. Donc, quand j'ai fait mon voyage en montagne il y a 7 ans, j'ai pleuré pendant 4 mois et j'ai été le premier à m'accuser de ne pas avoir vu ce Maroc-là depuis 40 ans. Donc je ne mets le doigt sur personne. Je pense que c'est important de savoir aussi qu'on a un pays qui a la chance d'avoir un certain nombre d'administrations qui font un travail exceptionnel sur le terrain. Ça fait 7 ans que je travaille avec un certain nombre d'agents d'autorité, de cadres de services décentralisés, qui malgré toutes les contraintes qu'on puisse imaginer ou connaître au niveau N-1, N central, ils font avec des moyens extrêmement limités des choses dantesques. Et ça, c'est des gens qu'il faut mettre en avant. Et il faut féliciter ces soldats de l'ombre qui évitent que ça pète un peu plus dans beaucoup d'endroits. J'aime beaucoup la notion de contrat social. On est un pays avec une histoire, une biodiversité, des spécificités culturelles, une position géopolitique et géostratégique extraordinaire quand on analyse le Maroc avec hauteur, une générosité. C'est important qu'il y ait cet engagement sur les différentes composantes d'un écosystème territorial. Et ça veut dire quoi? Et le ministère de l'Intérieur a donné un très bel exemple à ce niveau-là, collaboration avec la société civile. Aujourd'hui, quand on parle de partenariat public-privé, société civile, il ne faut pas juste en parler, il faut agir. Il y a des modèles aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique. J'ai testé ça à Berkane quand j'étais conseiller du gouverneur. C'est pas un lapsus, c'est un poste qui est tellement important, grosse responsabilité. Mais j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de gouverneurs de notre pays que j'ai la chance de voir assez régulièrement. Beaucoup. Il y a une approche qu'on appelle l'approche appréciative ou appreciative inquiry, qui a été testée à Chicago, Boston, au Bénin, à Berkane, et qui est quoi? À Sheffield, qui est sur un même territoire, engager l'ensemble des composantes de ces territoires autour d'une vision qui est co-construite. On parle d'intelligence collective, on ne parle plus de problématiques, mais on parle de qu'est-ce que chacun d'entre nous a fait de mieux et capitaliser sur cette énergie pour pouvoir embarquer. Ça a transformé Sheffield en 5 ans, qui était une ville sinistrée à cause d'une mine qui a fermé et qui est devenue la première ville universitaire en Angleterre. Et c'est un voyage que j'avais fait il y a quelques années avec mes amis du CJD. Et on a vu l'université qui a produit le moteur solaire de Shell. Aussi brillant que ces personnes que tu as là, et il y en a beaucoup. Moi, j'ai la chance de côtoyer des étudiants, j'ai la chance de voir des gens qui sont dans des conditions extrêmement complexes. Un exemple pour finir, et ça va vous donner une idée de tout ça. J'accompagne en ce moment quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, qui a 40 ans, 5 enfants. Le dernier crime qu'il a eu, c'est un crime grave. Il a tué quelqu'un qui voulait tuer son frère. Donc, 11 prisons. Il vient d'avoir un récépissé pour une association de réinsertion d'ex-détenus. Il est dans une dynamique de rédemption. Il fait du braconnage clandestin, il ramène 10 000 dirhams par mois à ses 5 enfants. Ça, pour moi, c'est un modèle. Et on en a beaucoup comme ça, pas que des gens qui ont fait de la prison, heureusement. Mais là, on a un très beau modèle avec l'administration pénitentiaire qui fait quelque chose de sublime à ce niveau-là, qui font des choses exceptionnelles dans ce pays. Et il faut qu'on arrête et qu'on mette nos égos de côté pour qu'on travaille ensemble sur un territoire, sur plusieurs territoires. On a eu une très belle discussion avec Sir Romad tout à l'heure et son équipe. Alhamdoulilah, il y a plein de gens dans ce pays qui veulent travailler ensemble, qu'on se mette au travail. La PEBI fait un super boulot. Il y a une très belle dynamique. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, toi, tu as B, ça vaut quelque chose, mais si tu mets A et B, ça vaut beaucoup plus que la valeur de chacun. Alors, je vais essayer de répondre à cette alchimie complexe de questions en faisant lien avec certaines anecdotes.
Service public performant, oui. En utilisant le digital, oui. Aujourd'hui, il est inconcevable que quelqu'un qui habite dans un village fasse 3 jours pour arriver à une Moqata'a, qu'il attende 10 heures pour se faire mépriser par la personne qui va le recevoir, et pour revenir 3 jours plus tard avec un document qui s'appelle certificat de vie alors qu'il est en face de lui. Il peut se prendre en photo avec un journal, la date du jour, l'envoyer dans une application qui arrive à Moqata'a, qui arrive au service concerné et recevoir son document par poste MNA. Et on capitalise sur un certain nombre de services qui existent. Et ça, c'est des choses qui sont déjà déployées. Mehdi peut témoigner d'un certain nombre de cas très beaux qui ont été faits sur le territoire. Je peux parler du gouverneur Bouha Berkane qui a mis en place le système de gestion informatique intégré le plus performant au niveau du pays, je pense, et qui a reçu un coup de bluff de pas mal de gens de l'étranger. Je crois qu'il l'a présenté chez vous. Je ne sais plus si c'était chez vous, M. Khomat ou là. Bouha était. En tout cas, il l'a présenté à Casablanca dans un exemple. Aujourd'hui, à Berkane, il y a une équipe au niveau de l'autorité. Merci. Pardon. À Berkane, il y a une équipe, une coopérative de services qui a développé des centaines d'applications et qui permet à quelqu'un de dire je suis venu voir le Muqaddam, je ne l'ai pas trouvé. Et il y a un système d'alerte qui se met en place, qui arrive jusqu'au gouverneur si c'est nécessaire, en faisant passer ça sur les différents services concernés. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a des agents d'autorité, on a des services décentralisés, on a des acteurs de la société civile qui ont compris que l'intention initiale de leur travail, c'était le citoyen. Et ce n'était pas d'autre chose. Je vais rester politiquement trop correct sur cette réponse, sinon quand je suis spontané, je peux me faire smatcher par pas mal de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de donner envie à l'administration de comprendre sa mission. C'est-à-dire ça donner envie. Ça veut dire que quand tu arrives dans un endroit où la personne qui est censée te servir est malheureuse, comment est-ce que tu veux qu'elle puisse te servir avec un sourire alors qu'elle a son mindset qui est pollué par 90% de problèmes personnels? C'est pas possible. Qui ne regarde pas l'administré. C'est pas possible qu'elle-même. Je te donne un exemple concret. Je connais une dame qui est divorcée, qui a un enfant handicapé et qui a 1200 dirhams de pension parce que son ex-mari, qui n'a jamais jugé bon de voir son enfant, a je ne sais pas quoi fait au niveau tribunal pour que la pension soit aussi craignos. Et bien cette dame, elle est dans une administration et son mindset, il est naturellement orienté vers son enfant. Comment est-ce que tu veux qu'elle puisse recevoir un concitoyen qui ne sont pas souvent aussi polis qu'ils le prétendent derrière leurs écrans d'ordinateur et qui se plaignent d'un service, alors que je peux vous citer des centaines d'exemples de Moqata'at au Maroc qui font un travail mieux que certains pays asiatiques ou nord-américains. Je ne généralise pas et je ne critique pas de manière globale, mais je préfère m'orienter vers un exemple positif sur 10 000 négatifs et capitaliser sur celui-là pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de le déployer de manière plus globale. On a tous un rôle à jouer. Chez Field, ce qui a fonctionné, c'est que le patron d'une école primaire, le maire, la police, l'universitaire, les étudiants, les parents, les enfants, tout le monde s'est assis sur une table, et on était assis à cette table quand on était là-bas en voyage il y a quelques années. Il y avait au moins une cinquantaine d'acteurs d'un écosystème territorial, avec un plan d'action qui a été construit ensemble, et avec des reportings tous les mois. Pourquoi? Parce que quand Yasmine, en tant qu'anthropologue, elle fait une étude, cette étude, elle va pouvoir me servir à moi sur le terrain, qui va aller dans un village, qui va me permettre de comprendre l'histoire. Cette étude, je vais pouvoir aller sur le terrain en travaillant sur ce que fait Mehdi, en travaillant sur ce que fait Wessila pour développer l'entrepreneuriat féminin dans les villages. Et Dieu sait qu'il y a un potentiel hallucinant d'entrepreneurs femmes dans les villages, qu'on peut envoyer à l'université, que l'université peut travailler avec le CJD, la CGEM, l'administration, et c'est en travaillant ensemble qu'on peut y arriver. Si on ne fait pas ça, ben on va continuer à se planter, et aussi beau soit ce contrat social, on ne fait faire. C'est pas... Moi, quand j'entends peur, je vois Micro, s'il vous plaît. J'aime tout ce qui est disruptif. Donc, peur, j'ai pensé à bonheur.
Quand je vois 45 000 villages en mode menace, ça fait 7 ans que je vois des énormes opportunités économiques. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avancer vers quelque chose qu'on va présenter début juin. Je me suis offert un cadeau d'anniversaire particulier cette année. C'est que le lendemain de mon anniversaire, on va commencer une rencontre de 4 jours de conférence pour annoncer un projet de développement assez sympathique qu'on travaille depuis 5 ans avec des gens extraordinaires qui va se faire à Al-Hamla, puisque ça fait plusieurs mois que je travaille avec le gouverneur Bouinienne qui m'a honoré d'une nomination à la Commission provinciale développement économique en tant qu'expert en développement humain. Et on a une équipe d'une quinzaine de personnes dans une nouvelle ONG qui a reçu son récépissé hier et une équipe d'entrepreneurs sociaux. Et moi, j'ai la chance d'avoir été éduqué avec des valeurs très fortes, d'avoir 4 oncles qui ont signé le manifeste de l'indépendance, d'avoir grandi avec des gens qui aiment profondément ce pays et des valeurs extraordinaires qu'on m'a inculquées. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Autour de nous, là, et devant, il y a des gens extraordinaires qui font des choses merveilleuses, en commençant par un sourire. Parce que j'aime beaucoup l'histoire du colibri, où si chacun d'entre nous fait sa part, quand on démultiplie chacune de ses parts, on arrive à une bande de colibris qui font fuir tous les requins de la planète. Parce qu'un requin mange un dauphin, mais il fuit devant plein de dauphins. Ça, c'est un livre sublime qui s'appelle La stratégie du dauphin. Donc, moi, les requins aujourd'hui, je les regarde avec un grand sourire parce que je me mets de côté, je leur montre les centaines de dauphins qui sont en train de nager avec moi. Et c'est ça. Donc, peur, bonheur. Il faut qu'on travaille sur bonheur.